toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Stop à l'urbanisation incontrôlée. Kampala se lance dans le combat pour améliorer les conditions de vie dans la capitale ougandaise. The emphasis in the road designs is putting emphasis on providing walkways, because about 70% of people who come to work in Kampala City, they come through walking. 100% verte en 2030, c'est l'objectif de Djibouti pour son énergie, qu'elle soit solaire, géothermique ou éolienne. Cette faille qui est ouverte du sud vers l'est avec l'infiltration de l'eau de mer et cette faille qui conduit une intense chaleur, on obtient en surface avec cette eau avec une température de 80 à 100 degrés. La finance islamique soutient le business africain, coup de projecteur au Sénégal sur ce mode de financement alternatif. Tous les premiers engagements que nous avons eu la banque, c'est soldé dans un temps record. Pour des prêts d'une durée de 4 ans, nous avons pu solder quand même en moins de 2 ans. L'urbanisation rapide du continent marquée par la migration de la population rurale dans les villes est un défi pour toute l'Afrique. La consommation des nouveaux venus apporte des revenus considérables, mais comment gérer le mieux possible cet afflux? Avec un taux de croissance annuel de plus de 5% et 40% de la population vivant dans des logements informels, Kampala, la capitale de l'Ouganda, a entrepris de rendre les conditions de vie beaucoup plus supportables en apportant des infrastructures de base, notamment des solutions de traitement et d'évacuation des eaux. Regardez. Richard Semakula vit à Kalewe, une banlieue de Kampala. Avant, à chaque saison des pluies, ce quartier situé à basse altitude subissait de fortes inondations qui submergeaient et détruisaient tout, maisons et magasins. That flood, it affected us very much because water, when it was flood time, the water we used to pass like here, all our property spoiled. We had nowhere to sleep. If it rains today, you can stay with that flood like 7 days. Aujourd'hui, grâce à la reconstruction du fossé de drainage adjacent de Lubiji, Richard et les autres habitants de Kalewe observent une nette diminution de la fréquence des inondations. Since we get that project of that drainage, now at least we are good, we are okay. We can now sleep. We have put even our properties again. We don't see water around. It is in our dream. Now what the Lubiji Channel has done is to drain the area in rainy seasons so that all the water goes into the channel and away from that area. So land that would have otherwise been unusable is now being used. In addition, people's properties are safer, and it's really created a significant impact, even in areas like reduction of waterborne diseases like cholera, which were a problem in that part of the city. La reconstruction de ce fossé de drainage fait partie du projet de développement institutionnel et infrastructurel de Kampala qui vise à améliorer la qualité de vie des résidents en optimisant les systèmes d'évacuation de la capitale et en construisant ou en rénovant des routes. Because Kampala concentrates the large portion of the economy, if you do not manage well the growth of the urban population, the urbanization of Kampala, you will see a big bottleneck. You just need to drive around Kampala to see all the traffic. So traffic jam, it has a cost on the cost of doing business. It has also a cost on the growth of the economy. La ville compte plus de 1200 km de chaussées, dont 300 km seulement sont revêtus et la circulation est très dense sur une part importante du réseau non asphalté. Pour remédier à ces problèmes, le projet de développement institutionnel et infrastructurel de Kampala a déjà permis de bitumer et de remettre en état 5 grands axes de la ville. What we've observed now is that a lot of heavy traffic has been diverted away from the center of town, and they use this road as a bypass as they continue on their way to other parts of the country. La réhabilitation des routes a certes permis d'améliorer la mobilité, mais elle a aussi transformé les quartiers traversés par les nouveaux axes. Back, the road was dust and it was impassable, when it rains. You could not, you could not drive properly because of the dust and the mud.
But now, since the road has been constructed, there is some, developments. The business are going well. Vehicles, trucks, they come to our petrol stations. Now we can walk up to close to midnight because of the security lights. We are really very happy for this tarmac road. It has made our lives easier because even our parents who bring students are very happy because we could lose students because of the roads. It could be muddy during rainy season, impossible. But this time, all parents are okay. They can drive any type of vehicle to Kisasi. And we are also okay that the people are staying in Kisasi and very happy. La seconde phase du projet privilégiera la construction de routes en mettant l'accent sur les chemins piétonniers. The emphasis in the road designs is putting emphasis on providing walkways, because about 70% of people who come to work in Kampala City, they come through walking. The project will also try to improve on the road junctions by signalizing them in order to improve traffic flow. The project will also work on 2 other primary drains. D'ici 5 ans, 1 million d'habitants de Kampala bénéficieront d'un certain nombre d'avantages concrets grâce au projet. Réduction de la fréquence des inondations, diminution des temps de déplacement, amélioration de l'accès au marché et renforcement de la sécurité routière. If we really want to support the government ambition to become a middle-income country, we have really to scale up our interventions. When we talk about scaling up, it's about focusing on those activities that will really make a difference, but also focus on these activities at a larger scale so that you can have a much bigger impact. Que faire pour vacciner l'Afrique contre la Covid-19 ? La solution de mutualisation des coûts proposée par l'initiative COVAX pour les pays les moins avancés a été ralentie par des difficultés de production en Inde. Ce qui a relancé la proposition de l'Afrique du Sud et de l'Inde de lever les protections de propriété intellectuelle sur le vaccin pour permettre à l'Afrique de produire ses propres doses. Les États-Unis et la France sont en faveur de cette option, mais elle demeure bloquée par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et cela nous amène à parler de l'économiste nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, choisie en février dernier pour diriger l'Organisation mondiale du commerce. Un rôle pivot pour la première femme africaine à diriger cette organisation qui arbitre notamment les discussions sur la protection intellectuelle des vaccins et bien plus encore. Pour parler des premiers mois de son mandat, je suis rejointe depuis le Nigeria par Sanda Mbakalu, directeur exécutif de l'Institut de recherche Africa International Trade and Commerce. Sanda Mbakalu, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa pour évoquer le mandat de Ngozi Okonjo-Iweala, la toute nouvelle directrice de l'OMC. Tout d'abord, qu'a apporté sa nomination? Les premières semaines de Mme Okonjo ont entraîné une transformation et on a vu une croissance de la confiance dans le système commercial multilatéral international. C'est la première fois qu'une femme est à la tête d'une organisation qui, depuis 25 ans, est dominée par les hommes qui font partie d'une certaine sphère du système mondial. Donc c'est la première fois pour une femme, mais pas pour n'importe quelle femme. Une femme africaine qui occupe ce poste. Ainsi, les premières semaines ont été marquées par la croissance de la confiance dans le système commercial multilatéral, ce qui signifie que les gens voient des opportunités et affirment que ce système sera inclusif et stable pour que les pays puissent en bénéficier. En particulier après les défis liés à la crise Covid et qui ont affecté l'ensemble de l'économie mondiale en faisant baisser le PIB des pays, augmenter le chômage et ainsi perturbant l'offre et la demande. Cette première semaine a instauré la confiance dans l'ensemble du système multilatéral. On sait que Ngozi Okonjo-Iweala est en faveur d'une suspension de la protection intellectuelle sur les vaccins Covid-19 qui permettrait d'étendre la production. Que peut faire l'Organisation mondiale du commerce pour faciliter une solution?
Voilà, c'est un gros problème. Gardant à l'esprit que la propriété intellectuelle encourage l'investissement dans l'industrie pharmaceutique, et ce n'est que lorsque les gens investissent qu'ils sont capables de récupérer leur argent. Personne n'a vu le Covid-19 arriver, et il est venu, et nous avions besoin d'un vaccin également. Et les gouvernements des nations encouragent les gens à investir dans les vaccins afin qu'ils limitent la propagation du virus. Le brevet international a été accepté parce que la plupart des pays se rendent compte que l'industrie pharmaceutique va le détenir car la propriété intellectuelle protège les investissements de l'industrie pharmaceutique. Je crois que l'OMC doit intervenir et inciter, ainsi que les gouvernements des nations, à encourager également l'octroi d'un traité commercial à l'industrie pharmaceutique afin qu'ils comprennent que si nous voulons mettre en place les droits de brevets internationaux, nous pourrons récupérer nos fonds à court et long terme. Gardant à l'esprit que nous avons quelques années où ils devraient être conservés pour l'industrie pharmaceutique avant de l'offrir aux produits génériques, bien sûr. Sandem Bakalou, merci beaucoup pour toutes ces précisions. À Djibouti, le secteur de l'énergie mise sur le renouvelable. Le pays de la Corne de l'Afrique va installer une centrale éolienne à Goubet. Il s'agit de 17 éoliennes sur ce parc de 395 hectares qui affichera une capacité de 59,8 MW. Le pays se rapproche ainsi un peu plus de son objectif de transition vers des sources d'électricité 100% renouvelables d'ici 2030. Et entre l'énergie solaire et l'énergie géothermique, il n'est pas à court de solutions pour y parvenir. Regardez. Une quarantaine de kilomètres de piste, c'est la distance que doivent parcourir les habitants du village d'Asela pour joindre Diklil, la grande ville la plus proche de la région. Entre les deux, de vastes étendues de brousse sous des températures écrasantes. Et comme dans encore beaucoup de villages africains, bien peu de possibilités de se rafraîchir avec une climatisation ou des boissons fraîches. Et pas vraiment de chance pour s'éclairer non plus. C'est dans cet environnement qu'est arrivé il y a 2 ans Mustapha Mohamed Hassan, professeur de français originaire de la capitale, Djibouti, pour enseigner au collège local. Certains soirs, on ne trouvait pas les groupes étrangers. Parce qu'on disait qu'il y a un problème de kérosène, on avait certains problèmes. Si on donnait des exercices, par exemple, l'après-midi, et que demain on attendait l'exercice, mais comment l'élève peut faire l'exercice? Donc, on a laissé l'exercice à la maison à cause de cela. Mais après, ça a changé. Ce qui a tout changé, c'est cette centrale d'énergie solaire installée dans le village et ce paysage de lignes électriques raccordées à certaines maisons et commerces, comme à cette échoppe. Avant, on n'avait pas d'électricité, on amenait de la glace de Diklil. Maintenant, on a ce réfrigérateur. On est très satisfait. On vend du coca, de l'eau fraîche. Il y a un grand changement pour nous. Asela est le 3e village de Djibouti à bénéficier d'une centrale solaire et des raccordements associés. En tout, un investissement de 2 millions de dollars apporté par le gouvernement. Vous êtes ici sur le site de la centrale de Asela. Il s'agit d'un parc solaire dans le cadre de l'électrification rurale de ce village. Vous êtes sur le champ solaire composé de 608 panneaux solaires. Cela représente à peu près 156 kW crête et cela va fournir de l'électricité à basse tension pour à peu près 300 ménages. Un succès immédiat, comme l'atteste une demande croissante d'électricité, ainsi que l'arrivée de nouvelles familles qui ont voulu se rapprocher du village. Car à Djibouti, l'électricité est un énorme enjeu stratégique et social. 60% de la consommation du pays provient de l'énergie hydraulique éthiopienne grâce à cette interconnexion de plus de 700 km entre les deux pays. Djibouti, on peut dire, peut avoir et exploiter cette énergie renouvelable pour d'abord, dans un premier temps, satisfaire les besoins en énergie de notre pays, quand on sait que l'énergie pour un pays est stratégique. Nous voulons que Djibouti ait cette énergie indépendante propre à elle-même, mais aussi
une énergie abondante et à bas coût pour nos concitoyens, mais aussi pour l'industrialisation de ces pays. L'une des armes de Djibouti pour atteindre ces objectifs se niche au bord du lac Assal, dans ce paysage volcanique lunaire. En dessous, le rift continental est-africain et une précieuse énergie de vapeur et d'eau chaude stockée en profondeur. Cette faille qui est ouverte du sud vers l'est avec l'infiltration de l'eau de mer et cette faille qui conduit une intense chaleur, on obtient en surface avec cette eau avec une température de 80 à 100 degrés. Donc ce qui laisse imaginer que dans cette zone, on a une présence de réservoirs géothermiques qu'on peut exploiter. On ne va pas s'arrêter à un ou deux forages. Nous sommes sur des projets auxquels nous avons une dizaine de forages à forer. Les sources sont là et confirmées. Et par la suite, ramener les investissements nécessaires pour pouvoir produire de l'énergie. Djibouti vient de soumettre 8 nouveaux projets de centrales solaires rurales au Fonds vert et travaille actuellement à la mise en place d'un parc éolien de 60 MW, le premier du pays. Quant au remplacement des centrales thermiques par la géothermie, la Banque mondiale estime qu'il permettrait d'économiser près de 60 millions de dollars par an. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. C'est un énorme coup de pouce financier à l'Afrique. Au sommet du G7 ce mois-ci, les institutions de développement des 7 pays les plus industrialisés, ainsi que plusieurs organisations multilatérales dont la Banque africaine de développement, ont annoncé mettre 80 milliards de dollars sur la table. Il s'agit d'investissements dans le secteur privé ces 5 prochaines années. C'est la première fois que les pays du G7 lancent une telle démarche coordonnée en faveur du développement des entreprises du continent. Et les institutions du G7 ne sont pas les seules à se mobiliser. La finance islamique est également au rendez-vous pour assister la relance du continent. C'est ainsi que la SID, la filiale du secteur privé de la Banque islamique de développement, a déployé des lignes de crédit aux institutions financières pour soutenir les entreprises africaines affectées par la pandémie, tout en poursuivant son financement des infrastructures et des structures de santé. Pour en parler, je suis rejointe par Eman Amin Sejini, président de la SID. Eman Amin Sejini, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa depuis Jeddah pour parler de votre action en Afrique. Comment seront utilisés les 250 millions de dollars de fonds de secours Covid? We are very keen in ICD. Nous tenons beaucoup à l'ICD, à faire en sorte que ces fonds parviennent aux PME qui auraient pu souffrir du Covid-19 et qui nécessitent un financement, et surtout en ces temps très difficiles où elles perdent presque tout. Parfois elles perdent des clients, des approvisionnements, l'inventaire, mais ont certainement désespérément besoin de poursuivre leurs activités et de survivre à cette pandémie sans précédent. Comment pourrait-on améliorer la coordination des organismes financiers de développement afin d'assurer une meilleure efficacité de l'aide mondiale? Fondamentalement, nous travaillons parfois ensemble. Par exemple, nous sommes dans des endroits où d'autres institutions de développement ne se trouvent pas. Ainsi, ces institutions de développement devraient être rassurées d'utiliser notre expertise sur le terrain et essayer de nous laisser faire les vérifications nécessaires ou vice-versa, qu'ils vérifient eux-mêmes lorsqu'ils sont sur le terrain. Ainsi, peut-être que l'une des institutions leur amènera le cabinet d'avocats qui formulera la structure de cette transaction et la documentera légalement plutôt que chaque institution de développement n'apporte sa propre ressource. Et enfin, je pense s'assurer également que les membres de notre équipe se rendant à ces endroits soient limités. Les questions liées à la diversité, surtout relatives aux femmes, sont en tête de l'agenda de l'ICD. Quels sont vos projets pour elles? Je crois fermement que les deux, hommes et femmes, sont très importants pour que nous fassions des affaires. Nous avons le projet Brave Women, qui a connu un très grand succès dans tous les pays membres que nous avons ciblés. Et en Afrique, pas de doute, ça se passe très bien.
Concrètement, comment ces femmes africaines peuvent-elles bénéficier de votre aide et que leur apporte l'ICD? Alors, pour Brave Women et le projet Brave, elles peuvent facilement nous contacter via notre site web. Dans certains endroits en Afrique, nous avons une présence physique et elles peuvent également se rendre sur nos sites en personne. Et nous sommes très faciles à trouver via notre site web, afin que les gens sachent comment y accéder. La façon dont nous nous comportons là-bas ne consiste pas seulement à donner de l'argent, car généralement, elles ont besoin d'un encadrement complet. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elles veulent s'assurer que nous ayons les capacités de formation pour elles, s'assurer qu'elles réussissent dans leurs entreprises grâce à des processus appropriés, peut-être des organigrammes au sein de leur institution, ou encore s'assurer qu'elles comprennent comment gérer les affaires beaucoup plus facilement. Nous pourrions peut-être leur donner une idée de notre point de vue sur leur business pour leur faciliter la vie. Il s'agit vraiment de leur donner plus. Vous savez, plus de formation et des conseils dans certains cas. Mais nous avons été très agréablement surpris de voir qu'elles sont très avancées dans leurs propres réflexions sur leurs entreprises. Et elles ont eu beaucoup de succès en tant que femmes d'affaires. Ayman Amin Sedjini, merci beaucoup. Et effectivement, la finance islamique poursuit son avancée sur le continent. Cette finance alternative compatible avec la loi islamique remporte un certain succès, tant auprès des États que des sociétés privées. Nous sommes allés à Dakar, au Sénégal, voir comment la SID, la Société islamique de développement pour le secteur privé, travaille en partenariat avec les entreprises et l'État. Sur ce chantier de Dakar s'élèveront bientôt 2 immeubles d'habitation. Un emplacement de choix pour la classe moyenne émergente du Sénégal et qui symbolise bien l'approche d'un nouveau venu dans les investissements en Afrique de l'Ouest, la finance islamique. C'est en effet grâce à la Banque islamique du Sénégal et à la SID, la Société islamique de développement du secteur privé, que le promoteur Sénég India a réussi à mettre sur pied cette opération immobilière. Cette banque a beaucoup apporté à la promotion de Sénég India. Dans un premier temps, nous avons initié un projet ici, dans le site où nous sommes, au niveau des Almadies. 2 immeubles de 54 appartements, plus un clubhouse et 6 villas. 2 projets en agriculture, qui est la deuxième activité de Sénég India, ont suivi. Puis ce dernier projet immobilier de 2,1 milliards de francs CFA s'est concrétisé, ce qui n'était pas aussi évident. Sénég India est une jeune société née en 2008. Pour le secteur bancaire traditionnel, elle constitue un risque, mais avec la finance islamique, les démarches ont été facilitées. Ce partenariat gagnant-gagnant est basé sur une forme de financement bien adaptée pour des sociétés qui ont besoin d'accompagnement. Tamoil Africa est l'un des établissements relais de la SID qui a ainsi pu jouer son rôle d'organisme prêteur. C'est une finance inclusive qui prend en compte les besoins du client, ses contraintes et qui considère le client comme un partenaire. Voilà. Nos interventions sont également adossées sur des actifs bien identifiés. Il ne s'agit pas de remettre un capital à un tiers partenaire et de le laisser gérer à sa guise. Donc nous sommes dans un partenariat qui prévoit qu'en situation de perte, nous assumions une partie de ces pertes si le partenaire n'a pas géré un bon père de famille. Ce qui fait la particularité de l'offre de la banque, c'est une double vocation de financement du secteur privé, mais aussi de l'État. Nous sommes généralement, nous sommes une banque de détail. Nous sommes une banque de détail, certes un peu tournée corporate, mais nos principaux clients, c'est les entreprises, c'est les particuliers, c'est les ONG, c'est les institutionnels et c'est l'État aussi. En 2014, justement, l'État du Sénégal a fait appel à l'épargne publique sur le marché de l'UEMOA en émettant, avec l'assistance du groupe de la BID, des obligations islamiques intitulées « Soukouk État du Sénégal » pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Dans cette phase, pour les dirigeants de la CID, l'intégration régionale ouest-africaine au sein de l'UEMOA ainsi que le partenariat avec les gouvernements jouent un rôle déterminant. L'expérience du Sénégal a permis
a été articulé autour des dispositifs réglementaires en vigueur au niveau de l'Union. Et ceci, ça a permis également de pouvoir exporter l'expérience au niveau d'autres pays, que sont la Côte d'Ivoire ou d'autres pays qui sont actuellement dans le pipeline. Autant que les États, les particuliers sont tout aussi séduits par l'offre d'investissement alternatif. Accompagnement et rémunération raisonnable de l'investissement apparaissent aujourd'hui comme les deux atouts clés du développement de la finance islamique en Afrique de l'Ouest, notamment pour financer les infrastructures. En juin 2016, le Sénégal a réussi à lever 200 milliards de francs CFA. Le Mali, le Niger et le Togo ont récemment suivi son exemple. Un cadre réglementaire établi par la BCEAO, la Banque centrale régionale pour l'émission des futurs soukouk dans la zone, devrait bientôt entrer en œuvre. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 553. Tous à vos crayons. Écoutez bien les deux questions qui suivent et bonne chance à vous. Qu'est-ce que la SID? Un groupe international de construction, la filiale de développement du secteur privé du FMI, la Société islamique de développement pour le secteur privé. Deuxième question. Combien d'Djibouti pourrait-il économiser en utilisant l'énergie géothermique au lieu des centrales thermiques? 2 millions de dollars par an, 60 millions de dollars par an ou 87 millions de dollars par an? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com, répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses. Bien sûr, ce jeu par exemple est le numéro 553. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 549. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Quel est le matériau alternatif proposé pour remplacer le bois des pirogues du Ghana? Réponse, la fibre de verre. Deuxième question. Quelle quantité d'ananas peut être produit sur un hectare? Réponse, 5 tonnes. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le lanceur d'alerte, Jean-Jacques Lumumba, un des petits-neveux du héros de l'indépendance congolaise. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.